La nuit s'installait lentement sur Montpellier, enveloppant la ville d'une lumière tamisée où les gestes du quotidien perdaient peu à peu leur netteté, comme si chaque détail se préparait à disparaître dans l'ombre. Devant les locaux du journal Midi Libre, l'activité habituelle se prolongeait encore, marquée par les allées et venues des journalistes, les discussions de dernière minute et cette tension diffuse propre au bouclage. Tout semblait suivre un rythme parfaitement maîtrisé, presque routinier, jusqu'à cet instant précis où la réalité s'est fissurée de manière irréversible. Marc, encore absorbé par ses pensées professionnelles, franchissait les portes du bâtiment sans se douter qu'il s'apprêtait à devenir le témoin d'un événement qui dépasserait tout ce qu'il avait pu observer ou raconter dans sa carrière. Le bruit du coup de feu, sec et brutal, a immédiatement rompu l'équilibre fragile de la scène, imposant une violence qui ne laissait aucune place au doute. Ce son, trop net pour être confondu, s'est inscrit dans l'espace avec une précision glaçante, suspendant pendant quelques secondes toute capacité de réaction. Lorsque son regard s'est posé sur Fourneau, déjà en train de s'effondrer, Marc a ressenti cette impression étrange où le temps semble ralentir, comme si le réel refusait de s'imposer pleinement. Le corps de la victime s'est affaissé progressivement, et avec lui, toute certitude d'un monde encore prévisible. Très vite, pourtant, l'instinct a repris le dessus, poussant Marc à s'approcher, à tenter de comprendre, à refuser l'évidence qui se dessinait sous ses yeux. Ses gestes, maladroits mais déterminés, trahissaient un mélange de panique et de volonté de contrôle, tandis qu'il appelait les secours en essayant de décrire une situation qu'il ne maîtrisait pas lui-même. Le sang, de plus en plus visible, marquait le sol comme une preuve irréfutable, transformant ce lieu familier en scène de crime. Autour de lui, les réactions variaient entre sidération et agitation, mais aucune ne parvenait réellement à donner du sens à ce qui venait de se produire. L'arrivée de Alex Lévy a progressivement imposé une structure à ce chaos. Habitué à ce type de situation, il a immédiatement cherché à isoler les éléments pertinents, à reconstruire une chronologie, à transformer l'émotion en matière exploitable pour l'enquête. Son regard, attentif et méthodique, balayait la scène avec une précision presque clinique, s'attardant sur chaque détail susceptible d'éclairer la compréhension des faits. Marc, encore sous le choc, a été brièvement interrogé, ses réponses marquées par l'incertitude et la confusion propre à un témoin direct. Alex savait déjà que ses premières déclarations devraient être approfondies ultérieurement, une fois l'émotion retombée, mais il n'en négligeait pas pour autant leur importance immédiate. La découverte de la balle, rapidement sécurisée pour être envoyée au laboratoire, constituait déjà un premier élément tangible, une trace concrète dans un enchaînement encore opaque. Pendant que la procédure se mettait en place sur les lieux du crime, la nouvelle commençait à se propager à l'intérieur de la rédaction de Midi Libre, provoquant une onde de choc silencieuse mais profonde. Les regards se croisaient sans trouver de réponse, les mots circulaient sans parvenir à structurer la réalité, et chacun tentait, à sa manière, de s'approprier une information qui semblait encore irréelle. La disparition brutale de Fourneau ne relevait plus d'un simple fait divers à traiter, mais d'une rupture qui affectait directement ceux qui l'avaient côtoyé. Marie-Sophie s'efforçait de maintenir une certaine cohérence dans ce désordre émotionnel, cherchant à canaliser les réactions, à éviter que la panique ne prenne le dessus. Paloma, de son côté, oscillait entre une colère contenue et une incompréhension persistante, incapable d'accepter que la violence ait pu s'inviter dans un espace qu'elle associait à une forme de sécurité. L'idée d'une cagnotte pour soutenir les proches de la victime s'est imposée comme une réponse presque instinctive, une tentative de redonner une dimension humaine à une situation dominée par l'absurde. Dans le même temps, à distance de cette scène, Alain Alphand avançait dans une nuit qui semblait déjà peser sur lui avec une intensité inhabituelle. Son agitation intérieure, difficile à définir, se traduisait par une accélération de ses gestes, une incapacité à stabiliser ses pensées, comme si une tension invisible cherchait à se frayer un chemin jusqu'à la surface. Lorsqu'il arriva chez Elisabeth Bastide, ce besoin de parler, de se confronter à une présence rassurante, s'imposait comme une urgence. Cependant, l'absence d'Elisabeth a immédiatement créé un déséquilibre supplémentaire, accentuant un sentiment de solitude déjà présent. Ce vide, loin d'être anodin, a agi comme un déclencheur, ouvrant la voie à une perte de contrôle progressive. Alain s'est alors dirigé vers le bar avec une forme d'automatisme, comme si l'alcool pouvait lui offrir un refuge temporaire face à ce qui le submergeait. Les verres se sont enchaînés sans véritable conscience du rythme, chaque gorgée contribuant à atténuer momentanément la tension, tout en préparant, paradoxalement, une chute plus profonde.
Installé sur le canapé, son corps a fini par céder, incapable de soutenir plus longtemps l'effort de maîtrise qu'il tentait de maintenir. Dans cet état intermédiaire, entre lucidité et confusion, ses pensées perdaient leur cohérence, laissant place à une sensation diffuse de danger et de perte. Parallèlement, Elisabeth, confrontée à l'annonce de la mort de Fourneau à travers un article, ressentait un choc d'une nature différente, plus contenu mais tout aussi intense. Les mots qu'elle lisait, pourtant clairs, semblaient difficiles à intégrer pleinement, comme si une partie d'elle refusait d'accepter cette réalité. Face à elle, Boris évoquait des sujets professionnels, tentant de maintenir un semblant de normalité, mais cette tentative apparaissait en décalage avec l'état émotionnel dans lequel elle se trouvait. Ainsi, sans que les différents protagonistes en aient encore conscience, leur trajectoire commençait à converger vers un même point de tension, un centre invisible où se mêleraient bientôt les faits, les perceptions et les responsabilités. Le meurtre de Fourneau ne constituait pas seulement un événement isolé, mais le point de départ d'un enchaînement complexe où chaque détail prendrait une importance déterminante. Au cœur de cette dynamique, Alain, plongé dans un état de semi-conscience, laissait apparaître les premiers signes d'une fracture intérieure plus profonde. Derrière l'effet immédiat de l'alcool, quelque chose persistait, une inquiétude diffuse, une certitude inavouée que ce drame n'était pas totalement extérieur à lui. Même si cette pensée ne parvenait pas encore à se formuler clairement, elle s'imposait progressivement, comme une présence silencieuse. Lorsque la nuit a poursuivi son cours, enveloppant la ville dans un calme trompeur, les événements de la soirée continuaient de produire leurs effets, invisibles mais irréversibles. Ce qui venait de se produire ne pouvait plus être effacé, et déjà, les conséquences commençaient à s'inscrire dans les trajectoires individuelles de chacun. Au matin, lorsque la lumière reviendrait, elle ne ferait que révéler ce qui avait été amorcé dans l'ombre, une vérité fragmentée, des responsabilités à établir, et surtout, un équilibre définitivement rompu. Le matin s'est levé sur Montpellier avec une clarté presque indifférente, comme si la ville refusait de porter le poids de ce qui s'était produit quelques heures plus tôt. Pourtant, derrière cette apparente normalité, tout avait changé, et les premières conséquences du meurtre de Fourneau commençaient déjà à se déployer, lentement mais inexorablement, dans les vies de ceux qui étaient, de près ou de loin, liés à cette tragédie. À l'hôpital, Alain Alphand émergeait difficilement d'un état de confusion où les frontières entre réalité et perception restaient floues. Son réveil n'avait rien de progressif ni de rassurant, il s'imposait plutôt comme une remontée brutale à la surface, accompagnée d'une sensation d'oppression qui ne le quittait pas. Son corps semblait lourd, comme s'il portait encore les traces de la nuit précédente, et son esprit refusait de s'aligner sur une logique stable. Autour de lui, les voix du personnel médical, les bruits feutrés des couloirs et les échanges professionnels formaient un fond sonore continu, presque anesthésiant, mais incapable de calmer l'agitation intérieure qui persistait. Lorsqu'il tenta de rassembler ses souvenirs, il ne parvint qu'à reconstruire des fragments désordonnés, des images incomplètes qui ne faisaient qu'accentuer son malaise. Ce sentiment diffus d'avoir perdu le contrôle s'accompagnait d'une inquiétude plus profonde, encore difficile à nommer, mais déjà omniprésente. C'est dans cet état qu'il entendit, presque malgré lui, une conversation entre Janet Lewis et Clémence, dont les paroles, d'abord indistinctes, finirent par prendre un sens précis. L'annonce de la mort de Fourneau, prononcée avec la gravité propre aux faits établis, traversa l'esprit d'Alain comme une décharge brutale. Il ne s'agissait plus d'une hypothèse, ni d'une rumeur, mais d'une réalité confirmée, irréversible, qui venait se superposer à son état déjà fragile. Cette information produisit en lui une réaction immédiate, mais silencieuse, une forme de sidération qui ne se traduisait pas par des gestes ou des paroles, mais par un retrait intérieur encore plus marqué. Il quitta rapidement la pièce, cherchant instinctivement à s'isoler, à se protéger d'un environnement qui lui devenait soudain insupportable. Une fois dans son bureau, il commença à tourner en rond, incapable de rester immobile, comme si le mouvement pouvait contenir l'angoisse qui montait en lui. Ce comportement, presque animal, révélait une tension extrême, un conflit intérieur qui ne trouvait pas d'issue. Chaque pas semblait répondre à une nécessité invisible, chaque respiration à un effort de maintien, comme si Alain se battait contre quelque chose qui menaçait de le submerger entièrement. La nouvelle de la mort de Fourneau ne faisait pas que l'affecter, elle semblait entrer en résonance avec une part de lui-même qu'il tentait de maintenir à distance. Pendant ce temps, l'enquête avançait, portée par la rigueur méthodique de Alex Lévy, qui s'efforçait de structurer les premiers éléments recueillis sur la scène de crime. Les données étaient encore insuffisantes pour établir une hypothèse claire, mais certaines lignes commençaient à se dessiner. La trajectoire de la balle, le moment précis du tir, la position de la victime, autant de détails qui, mis bout à bout, formaient une base de travail nécessaire.
Alex savait que dans ce type d'affaires, chaque minute comptait, non pas pour résoudre immédiatement le crime, mais pour éviter que les indices ne se dissipent, que les témoignages ne se déforment, que les pistes ne se brouillent. Il prit donc la décision de se rendre rapidement au domicile de la victime, afin d'élargir le champ de l'enquête et d'introduire un élément central, l'entourage. C'est ainsi qu'il se retrouva face à Valérie, la femme de Fourneau, dont la réaction oscillait entre une douleur sincère et une forme de retenue qui ne passait pas inaperçue. Lorsqu'il lui présenta ses condoléances, elle répondit avec une maîtrise apparente, mais son regard trahissait une fatigue émotionnelle profonde, comme si cette perte s'inscrivait dans une histoire déjà marquée par des tensions. Au fil de l'entretien, certains éléments vinrent compliquer la situation. Valérie reconnut que leur relation s'était détériorée, que Fourneau avait quitté le domicile pour s'installer à l'hôtel, mais elle insista sur le fait que cela ne remettait pas en cause ses sentiments. Cette contradiction, entre rupture concrète et attachement déclaré, introduisait une ambiguïté que l'enquête ne pouvait ignorer. Plus problématique encore, l'absence d'alibi pour l'heure du meurtre venait renforcer les soupçons. Être seul chez soi à un moment aussi crucial, sans possibilité de confirmation extérieure, constituait une zone d'ombre difficile à justifier. Alex, sans tirer de conclusion hâtive, enregistra cette information avec attention, conscient qu'elle pourrait, à terme, jouer un rôle déterminant. Dans le même temps, à la rédaction de Midi Libre, l'atmosphère restait marquée par une tension palpable. Le choc initial laissait progressivement place à une forme de détermination, notamment chez Marc et Paloma, qui refusaient de se laisser paralyser par la peur. Leur volonté de continuer, de ne pas céder à l'intimidation, traduisait une réaction presque instinctive face à la violence subie. Cependant, cette posture n'effaçait pas l'impact émotionnel de l'événement. Marc, en particulier, restait profondément marqué par ce qu'il avait vu, et même s'il tentait de reprendre une attitude professionnelle, son esprit revenait sans cesse à cette scène, à ce moment précis où tout avait basculé. Ce type de traumatisme, bien que silencieux, laissait des traces durables, susceptibles d'influencer ses décisions et ses perceptions dans les jours à venir. Parallèlement à cette ligne principale, une autre dynamique se développait, plus discrète mais tout aussi révélatrice des tensions présentes au sein de ce réseau de personnages. La relation entre Salomé, Pablo et Noura, déjà fragile, entrait dans une phase critique, marquée par l'intervention de Clara, dont les intentions s'éloignaient clairement de toute neutralité. Clara, en effet, détenait une information capable de bouleverser cet équilibre précaire, et elle n'hésitait pas à l'utiliser comme un levier de pression. Sa confrontation avec Salomé ne relevait pas d'un simple échange conflictuel, mais d'un véritable rapport de force, où chaque parole pouvait entraîner des conséquences importantes. La menace de révéler la liaison avec Pablo à Noura introduisait une tension supplémentaire, transformant une situation déjà complexe en un jeu dangereux. Face à cela, Salomé tentait de maintenir une forme de contrôle, mais sa position apparaissait de plus en plus fragile. L'idée que son secret puisse être exposé, non pas par hasard mais volontairement, créait une anxiété difficile à contenir. Cette pression, bien que distincte de l'enquête en cours, participait à l'atmosphère générale de déséquilibre qui caractérisait cette journée. Ainsi, tandis que l'enquête progressait et que les tensions personnelles s'intensifiaient, un point commun commençait à émerger, une perte progressive de contrôle chez plusieurs personnages, chacun à sa manière, chacun dans son propre contexte. Mais parmi eux, Alain restait celui dont la situation évoluait le plus rapidement vers un point de rupture. Dans son bureau, toujours en proie à une agitation incontrôlable, il semblait incapable de stabiliser ses pensées. La mort de Fourneau ne cessait de revenir, non pas comme une information extérieure, mais comme un élément qui s'inscrivait directement dans son propre vécu. Cette confusion entre le réel et le personnel marquait une étape importante, celle où la frontière entre témoins et acteurs commence à se brouiller. À ce moment-là, même s'il ne formulait pas encore clairement les choses, Alain s'approchait dangereusement d'une vérité qu'il ne pourrait plus ignorer très longtemps. Une vérité qui, une fois révélée, ne laisserait aucune possibilité de retour en arrière. Et déjà, sans que les autres protagonistes ne puissent le percevoir, le centre de gravité de cette affaire commençait lentement à se déplacer vers lui. La journée avançait, et avec elle s'installait une tension plus sourde, moins visible que le choc initial, mais infiniment plus corrosive. Ce n'était plus seulement la brutalité du meurtre qui marquait les esprits, mais la lente prise de conscience que cet événement allait laisser des traces durables, invisibles au premier regard, mais profondément ancrées dans les trajectoires de chacun. À la rédaction de Midi Libre, l'émotion collective avait commencé à se structurer autour d'un besoin presque instinctif de résistance. Marc, malgré l'état de fatigue et de trouble qui persistait en lui,
tentait de retrouver une forme de stabilité en se raccrochant à des gestes professionnels, à des routines qui, habituellement, lui permettaient de garder une distance avec les événements. Mais cette fois, cette distance n'existait plus. Chaque mot qu'il écrivait, chaque phrase qu'il relisait, semblait contaminée par l'image de Fourneau s'effondrant sous ses yeux. Paloma, de son côté, refusait catégoriquement de céder à la peur. Sa posture n'était pas seulement une réaction émotionnelle, mais une manière de reprendre le contrôle face à une violence qui cherchait à s'imposer comme une norme. Elle parlait de continuer, de ne rien lâcher, de ne pas laisser cet acte réduire leur travail au silence. Pourtant, derrière cette détermination, se cachait une inquiétude plus profonde, difficile à verbaliser, mais bien présente. La décision d'organiser une cagnotte pour soutenir les proches de Fourneau s'était rapidement concrétisée, non seulement comme un geste de solidarité, mais aussi comme une manière de donner une direction à cette émotion collective. Dans ce contexte, chaque initiative prenait une valeur symbolique, comme si l'action pouvait atténuer, même légèrement, le sentiment d'impuissance qui dominait. Dans le même temps, l'enquête menée par Alex Lévy continuait de progresser selon une logique rigoureuse, mais encore fragmentée. Les premiers éléments recueillis ne permettaient pas d'établir une hypothèse claire, mais ils dessinaient néanmoins un cadre dans lequel certaines figures commençaient à se détacher. Le cas de Valérie, notamment, occupait désormais une place centrale dans la réflexion d'Alex. Son absence d'alibi, combinée à la détérioration de sa relation avec Fourneau, constituait un faisceau d'indices difficiles à ignorer. Pourtant, quelque chose dans son attitude ne correspondait pas totalement à l'image classique d'une suspecte. Cette contradiction, entre les faits et la perception, introduisait une complexité supplémentaire dans l'analyse. Alex, conscient de ces nuances, refusait de se précipiter vers une conclusion simpliste. Il savait que les affaires les plus trompeuses étaient souvent celles qui semblaient les plus évidentes au départ. C'est pourquoi il continuait à accumuler les éléments, à croiser les informations, à observer les comportements, dans l'espoir de faire émerger une cohérence qui, pour l'instant, lui échappait encore. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Alain Alphand poursuivait sa descente intérieure, bien plus rapide et incontrôlable que tout ce que les autres pouvaient imaginer. Son passage à l'hôpital n'avait pas apaisé son état, bien au contraire. L'information de la mort de Fourneau, désormais intégrée comme une certitude, agissait en lui comme un point de fixation, autour duquel ses pensées ne cessaient de tourner. Dans son bureau, il tentait de maintenir une apparence de normalité, mais ses gestes trahissaient une nervosité croissante. Chaque bruit, chaque mouvement dans le couloir semblait amplifier son agitation, comme si son environnement lui renvoyait en permanence une menace qu'il ne parvenait pas à identifier clairement. Cette hypersensibilité, typique des états de stress extrême, révélait une perte progressive de contrôle. Ce qui rendait sa situation encore plus instable, c'était cette impression persistante que la réalité extérieure et son expérience intérieure commençaient à se confondre. La mort de Fourneau n'était plus simplement un événement qu'il apprenait ou qu'il analysait. Elle devenait une présence, une idée obsédante qui s'imposait à lui avec une intensité croissante. Dans le même temps, la dynamique entre Salomé et Clara continuait de se détériorer, révélant une autre forme de tension, plus insidieuse mais tout aussi destructrice. Clara, consciente de l'avantage que lui conférait l'information qu'elle détenait, utilisait cette position avec une froideur calculée. Son attitude ne relevait pas d'une impulsion émotionnelle, mais d'une stratégie, où chaque parole était pesée en fonction de son impact. Face à elle, Salomé se retrouvait dans une situation de plus en plus précaire. Le secret qu'elle tentait de protéger ne lui appartenait plus entièrement, et cette perte de contrôle créait une angoisse difficile à contenir. Elle comprenait que toute tentative de confrontation directe risquait d'aggraver la situation, mais rester passive revenait à accepter une forme de domination. Cette tension, bien que périphérique par rapport à l'enquête principale, participait à l'atmosphère générale de fragilité qui caractérisait ce moment. Chaque relation semblait exposée, vulnérable, prête à basculer au moindre déséquilibre. C'est alors que, progressivement, un glissement s'opéra dans la perception globale des événements. Ce qui, au départ, apparaissait comme un crime isolé commençait à révéler des ramifications plus profondes, impliquant non seulement des faits, mais aussi des émotions, des secrets, des culpabilités latentes. Au centre de ce glissement, Alain occupait une position de plus en plus instable. Sans encore passer à l'acte, sans formuler explicitement ce qui le traversait, il se rapprochait d'un point de rupture où le silence ne serait plus tenable. Cette évolution ne se faisait pas de manière spectaculaire, mais à travers une accumulation de signes, de comportements, de réactions qui, mis ensemble, dessinaient une trajectoire inquiétante. Dans cette progression, le temps jouait un rôle déterminant. Chaque heure qui passait réduisait les marges de manœuvre,
accentuait les tensions, rapprochait les différents fils de l'histoire. L'enquête avançait, les relations se fragilisaient, et les états psychologiques se détérioraient, créant une convergence inévitable. À ce stade, personne ne pouvait encore anticiper précisément la forme que prendrait la suite des événements. Mais une chose devenait de plus en plus évidente, la vérité, quelle qu'elle soit, ne pourrait rester dissimulée indéfiniment. Et dans l'ombre de cette vérité, Alain continuait de vaciller, de plus en plus proche du moment où il ne pourrait plus se contenter de fuir. L'après-midi s'installait avec une lenteur presque pesante, comme si le temps lui-même s'était adapté à la gravité des événements en cours. La ville poursuivait son rythme habituel, mais derrière cette apparente continuité, une tension diffuse continuait de s'étendre, touchant progressivement chaque espace, chaque relation, chaque conscience impliquée, directement ou indirectement, dans le drame qui venait de se produire. Au commissariat, Clément Baker analysait les premiers retours de l'enquête avec cette distance maîtrisée qui caractérise ceux qui ont appris à ne jamais se laisser submerger par l'émotion. Pourtant, derrière cette posture rigoureuse, une vigilance accrue se faisait sentir. Le meurtre de Fourneau ne présentait pas encore de cohérence évidente, et cette absence de logique immédiate constituait en soi un élément inquiétant. Alex Lévy, de retour de ses premières investigations, faisait état d'une situation encore incertaine, marquée par des contradictions et des zones d'ombre. Le profil de Valérie continuait de susciter des interrogations, mais aucune preuve concrète ne permettait de confirmer une implication directe. Dans ce contexte, Baker insistait sur la nécessité de maintenir une approche méthodique, évitant toute précipitation qui pourrait compromettre la solidité de l'enquête. Cependant, au-delà des faits, quelque chose commençait à émerger, une intuition encore floue, mais persistante, que cette affaire ne se limiterait pas à une lecture simple. Cette impression, difficile à formuler, s'appuyait sur une accumulation de détails qui, pris isolément, semblaient anodins, mais qui, ensemble, suggéraient une réalité plus complexe. Pendant ce temps, à l'hôpital, Alain Alphand poursuivait son effort désespéré pour maintenir une apparence de normalité, bien que son état intérieur continue de se dégrader. Chaque tentative de rationalisation se heurtait à une résistance interne, comme si une partie de lui refusait catégoriquement d'accepter ce qu'il savait déjà, sans encore oser se l'avouer pleinement. Ses gestes, désormais plus mécaniques que volontaires, traduisaient une dissociation progressive entre son comportement extérieur et son expérience intérieure. Il parlait, répondait, se déplaçait, mais sans véritable ancrage, comme si son esprit évoluait dans un espace parallèle, inaccessible aux autres. Cette fragmentation, imperceptible pour un observateur non averti, constituait pourtant un signe clair d'un déséquilibre en train de s'aggraver. C'est dans cet état qu'il prit une décision qui, bien que présentée comme rationnelle, relevait en réalité d'une impulsion profonde, celle de se rendre au commissariat. Ce choix ne s'inscrivait pas dans une logique d'obligation ou de contrainte extérieure, mais dans un besoin intérieur de confrontation, comme si rester dans l'évitement devenait plus insupportable que l'éventualité de faire face aux conséquences. Le trajet jusqu'au commissariat se déroula dans une forme de silence intérieur, où chaque pensée semblait suspendue, en attente d'un point de bascule. Alain ne cherchait plus à organiser ses idées, ni à construire un discours cohérent. Il avançait, simplement, porté par une nécessité qu'il ne maîtrisait plus. Parallèlement, à la rédaction de Midi Libre, l'atmosphère continuait d'évoluer vers une forme de détermination collective. L'émotion initiale laissait progressivement place à une volonté de comprendre, d'analyser, voire de dénoncer. Marc, bien que toujours marqué par ce qu'il avait vécu, participait à ce mouvement, cherchant dans le travail une manière de transformer le traumatisme en action. Cette dynamique, cependant, restait fragile. Chaque tentative de retour à la normalité se heurtait à des rappels constants de la réalité du drame. Les discussions revenaient inévitablement sur Fourneau, sur les circonstances de sa mort, sur les hypothèses possibles. Rien ne permettait encore de donner un sens clair à ce qui s'était passé, et cette absence de réponse alimentait une forme d'angoisse collective. Dans le même temps, la situation entre Clara et Salomé atteignait un niveau de tension critique. Clara, consciente de l'emprise qu'elle exerçait, renforçait sa position avec une assurance croissante, transformant une simple menace en un véritable mécanisme de contrôle. Cette évolution révélait une dimension plus sombre de son comportement, où la manipulation devenait un outil assumé. Salomé, quant à elle, se retrouvait enfermée dans un dilemme sans issue apparente. Toute tentative de résistance risquait de provoquer la révélation de son secret, tandis que céder revenait à accepter une perte totale de contrôle sur sa propre vie. Cette pression constante produisait un état d'épuisement émotionnel, où chaque décision devenait un risque. Ces tensions parallèles, bien que distinctes,
participait à une même logique de déséquilibre généralisé, où chaque personnage se retrouvait confronté à une forme de vérité qu'il ne pouvait plus ignorer indéfiniment. C'est dans ce contexte que Alain franchit finalement les portes du commissariat, marquant un tournant décisif dans l'évolution de l'histoire. Sa présence, à cet endroit précis, à ce moment précis, ne pouvait être interprétée comme un simple hasard. Elle traduisait un mouvement intérieur abouti, une progression vers un point où le silence devenait impossible. Lorsqu'il demanda à voir Clément Baker, son attitude ne laissait plus place à l'ambiguïté. Derrière la tension visible, quelque chose d'autre apparaissait, une forme de résignation mêlée à une urgence contenue. Il ne s'agissait plus de fuir, ni de détourner l'attention, mais de faire face, même de manière partielle. L'échange qui s'annonçait ne relevait pas d'un interrogatoire classique, mais d'un moment de bascule, où les mots allaient commencer à donner une forme à ce qui, jusque-là, restait diffus. Baker, habitué à ce type de situation, percevait déjà que cette rencontre ne serait pas anodine. À cet instant précis, tous les éléments semblaient converger, l'enquête en cours, les tensions accumulées, l'état psychologique d'Alain. Ce qui avait commencé comme un meurtre sans auteur identifié s'apprêtait à entrer dans une nouvelle phase, où la question ne serait plus seulement de comprendre ce qui s'est passé, mais de savoir jusqu'où la vérité pourrait être révélée. Et dans ce face-à-face imminent, une chose devenait certaine, Alain n'était plus en mesure de contenir ce qu'il portait en lui. Le face-à-face entre Alain Alphand et Clément Baker s'installait dans une tension particulière, différente de celle d'un interrogatoire classique, plus dense, plus chargé, comme si l'espace lui-même retenait son souffle. Rien n'était encore formulé clairement, mais tout indiquait que ce moment allait marquer un tournant décisif dans l'évolution de l'affaire. Baker, fidèle à sa méthode, observa Alain avant même de lui poser la moindre question. Ce type d'observation silencieuse permettait souvent de capter des éléments que les mots, tentaient de masquer. Chez Alain, la fatigue, l'agitation et cette forme de désorganisation intérieure étaient perceptibles sans effort. Son regard, instable, fuyait par moments, puis revenait avec une intensité presque dérangeante, comme s'il oscillait entre le besoin de parler et la peur de le faire. Alain, de son côté, semblait engagé dans une lutte intérieure dont l'issue devenait de plus en plus inévitable. Chaque seconde passée dans ce bureau renforçait la pression qu'il ressentait, comme si le simple fait d'être là l'empêchait désormais de maintenir la distance qu'il avait tenté de construire depuis la veille. Ses mains, légèrement tremblantes, trahissaient une tension qu'il ne cherchait même plus à dissimuler. Lorsqu'il commença à parler, ce ne fut pas de manière structurée ni préparée, mais plutôt comme une libération progressive, un flux de paroles qui cherchait avant tout à évacuer une charge devenue insupportable. Il ne s'agissait pas encore d'un aveu complet, ni même d'une confession au sens strict, mais d'une première fissure dans un silence qui ne pouvait plus tenir. Au cœur de ces paroles, un élément précis s'imposait, la certitude que son ADN serait retrouvé sur le corps de Fourneau. Cette affirmation, en apparence technique, constituait en réalité un aveu indirect d'une proximité avec la victime au moment du drame. Elle ne définissait pas encore les circonstances exactes, mais elle introduisait une responsabilité qu'il devenait impossible d'ignorer. Baker, en entendant cela, ne réagit pas immédiatement. Il savait que dans ce type de situation, toute précipitation risquait de refermer ce qui venait à peine de s'ouvrir. Il laissa donc Alain poursuivre, observant les hésitations, les contradictions, les silences, autant d'indices qui permettaient de comprendre non seulement ce qui était dit, mais aussi ce qui ne l'était pas encore. Ce qui apparaissait progressivement, à travers ce discours fragmenté, c'était l'image d'un moment de rupture, d'un instant où le contrôle avait cédé face à une impulsion. Alain évoquait, sans entrer dans les détails, cette perte de maîtrise, ce moment où il avait « pété un câble », selon ses propres mots. Cette expression, bien que brute, traduisait une réalité complexe, celle d'un passage à l'acte qui ne s'inscrivait pas dans une logique préméditée, mais dans une explosion émotionnelle. Cependant, cette tentative de contextualisation ne diminuait en rien la gravité des faits. Au contraire, elle soulignait l'instabilité de la situation, la difficulté à anticiper ou à contenir ce type de comportement. Baker en avait pleinement conscience, et c'est pourquoi il restait concentré sur l'essentiel, établir les faits, comprendre la chronologie, identifier les responsabilités. Pendant ce temps, à l'extérieur de ce bureau, l'enquête continuait de suivre son cours, portée par Alex Lévy, qui poursuivait ses vérifications sans encore avoir connaissance de ce qui se jouait à quelques mètres de lui. Les éléments accumulés jusque-là restaient cohérents avec plusieurs hypothèses, et rien ne permettait encore de désigner un coupable avec certitude. Le cas de Valérie, notamment, continuait d'être examiné, mais l'absence de preuves directes limitait la portée des soupçons.
Cette situation, bien que frustrante, faisait partie du processus normal d'une enquête, où chaque piste devait être explorée sans précipitation. À la rédaction de Midi Libre, la tension ne retombait pas. L'absence de réponse claire alimentait les discussions, les hypothèses, parfois même les rumeurs. Marc, toujours marqué par ce qu'il avait vécu, tentait de maintenir une distance professionnelle, mais il sentait bien que cette affaire dépassait désormais le cadre de son travail habituel. Dans le même temps, la situation entre Clara et Salomé atteignait un point de saturation. La pression exercée par Clara ne relevait plus d'une simple menace ponctuelle, mais d'un mécanisme installé, répétitif, qui enfermait Salomé dans une position de plus en plus fragile. Cette dynamique, bien que distincte de l'enquête principale, renforçait l'impression générale d'un monde où les équilibres se rompaient les uns après les autres. Revenant au commissariat, la situation entre Alain et Baker continuait d'évoluer vers une clarification progressive. Chaque mot prononcé rapprochait Alain d'un aveu plus complet, mais aussi d'une prise de conscience plus douloureuse. Ce qu'il tentait encore de formuler comme une perte de contrôle ponctuelle apparaissait de plus en plus comme un acte aux conséquences irréversibles. Baker, tout en restant attentif à chaque détail, percevait également la dimension psychologique de ce moment. Il ne s'agissait pas seulement d'obtenir des informations, mais de comprendre un mécanisme, une bascule, un instant où une trajectoire individuelle avait changé de manière radicale. À ce stade, l'affaire entrait dans une nouvelle phase. Ce qui, au départ, relevait d'une enquête ouverte sans suspect clairement identifié, commençait à se resserrer autour d'un individu, d'une histoire, d'un enchaînement d'événements. Mais cette évolution ne signifiait pas que tout était résolu. Au contraire, elle ouvrait de nouvelles questions, de nouvelles zones d'ombre. Car si Alain reconnaissait une implication, il restait encore à déterminer les circonstances exactes, le déroulement précis et surtout, à comprendre si cet acte relevait uniquement d'une impulsion ou s'il s'inscrivait dans un contexte plus large. Et dans cette incertitude persistante, une chose devenait évidente, la vérité, bien qu'en train d'émerger, n'avait pas encore livré tous ses aspects. Le silence qui suivit les paroles d'Alain Alphand ne ressemblait pas à une absence de réaction, mais à une suspension, un moment où tout semblait s'arrêter pour permettre à la réalité de s'imposer pleinement. Ce qu'il venait de dire, même de manière partielle, avait modifié la nature même de l'échange, transformant une simple discussion en un point de bascule irréversible. Clément Baker, fidèle à son approche, ne chercha pas à combler ce silence immédiatement. Il savait que dans ces instants, l'essentiel ne résidait pas dans la rapidité de la réaction, mais dans la capacité à laisser émerger ce qui devait encore être formulé. Son regard restait fixé sur Alain, non pas avec une pression visible, mais avec une attention constante, prête à capter le moindre détail supplémentaire. Alain, de son côté, semblait désormais incapable de revenir en arrière. Le simple fait d'avoir évoqué son ADN sur le corps de Fourneau avait ouvert une brèche qu'il ne pouvait plus refermer. Cette prise de parole, même incomplète, avait une conséquence immédiate. Elle transformait son statut, le faisant passer d'un individu extérieur à l'enquête à une personne directement impliquée dans les faits. Cette transformation ne se produisait pas seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan psychologique. Alain ne pouvait plus se cacher derrière l'illusion d'un contrôle partiel. Ce qu'il avait tenté de contenir depuis la veille s'imposait désormais comme une réalité incontournable, et cette confrontation, bien que nécessaire, accentuait encore son état de fragilité. Dans le même temps, Baker commençait à structurer mentalement les implications de ce qu'il venait d'entendre. L'aveu, même partiel, devait être encadré, précisé, confronté aux éléments matériels déjà en possession des enquêteurs. Il ne s'agissait pas de prendre ces paroles comme une vérité absolue, mais de les intégrer dans un ensemble plus large, où chaque détail devait être vérifié. À cet instant, la procédure prenait le dessus sur l'émotion. Baker savait que la suite des événements devait suivre un cadre précis, garantissant la validité des informations recueillies. Mais au-delà de cette dimension formelle, il percevait également la singularité de la situation. Alain ne correspondait pas au profil d'un individu ayant planifié un acte de cette nature. Cette observation, sans remettre en cause les faits, introduisait une complexité supplémentaire dans l'analyse. Pendant ce temps, à l'extérieur du bureau, l'enquête continuait d'évoluer sans encore intégrer ce nouvel élément. Alex Lévy poursuivait ses investigations avec la même rigueur, explorant les différentes pistes disponibles, sans savoir que le centre de gravité de l'affaire venait de se déplacer de manière significative. Le cas de Valérie, jusqu'alors central, commençait déjà, sans qu'il en ait conscience, à perdre de sa pertinence. Les éléments qui la désignaient comme suspecte principale restaient valides, mais ils allaient devoir être réévalués à la lumière de cette nouvelle donnée.
Ce processus de réajustement, inhérent à toute enquête, constituait une étape essentielle, mais aussi délicate. À la rédaction de Midi Libre, l'atmosphère demeurait marquée par une tension persistante. L'absence de réponse concrète entretenait un climat d'incertitude, où chaque hypothèse semblait à la fois plausible et insuffisante. Marc, toujours affecté par ce qu'il avait vécu, continuait de chercher un équilibre entre implication émotionnelle et distance professionnelle. Dans ce contexte, le travail journalistique prenait une dimension particulière, oscillant entre nécessité d'informer et difficulté à traiter un événement aussi proche. Chaque information devait être vérifiée, chaque mot pesé, mais cette rigueur ne suffisait pas à effacer l'impact personnel de la situation. Parallèlement, la tension entre Clara et Salomé atteignait un point où l'équilibre devenait presque impossible à maintenir. Clara, forte de son avantage, poursuivait son entreprise de pression avec une constance qui révélait une volonté claire de domination. Cette attitude, loin d'être ponctuelle, s'inscrivait dans une logique durable, transformant la relation en un rapport de force permanent. Salomé, confrontée à cette situation, se trouvait dans une position de plus en plus difficile. Chaque tentative de résistance semblait risquée, chaque concession entraînait une perte supplémentaire de contrôle. Cette dynamique, bien que distincte de l'affaire principale, renforçait l'impression d'un environnement globalement instable, où les certitudes disparaissaient progressivement. Revenant au commissariat, la situation entre Alain et Baker continuait de se préciser. Ce qui avait commencé comme une déclaration fragmentaire prenait désormais la forme d'un processus plus structuré, où chaque élément devait être clarifié. Alain, bien que toujours fragile, semblait avoir franchi un seuil, celui où la parole devient inévitable. Cependant, cette évolution ne signifiait pas que tout était désormais clair. Au contraire, elle ouvrait une série de questions essentielles. Quelles étaient les circonstances exactes de l'acte? Quelle était la nature de l'interaction entre Alain et Fourneau? S'agissait-il d'un geste isolé, ou d'un moment inscrit dans une tension plus ancienne? Ces interrogations, loin de simplifier l'affaire, en révélaient toute la complexité. Car si Alain reconnaissait une implication, il restait encore à comprendre la logique qui avait conduit à ce moment de rupture. Cette compréhension, indispensable pour établir une vérité complète, nécessitait du temps, de la précision, et une capacité à dépasser les apparences immédiates. À ce stade, l'histoire atteignait un point d'équilibre instable, où les éléments connus et inconnus coexistaient sans encore former une image cohérente. Le meurtre de Fourneau, initialement perçu comme un acte isolé, apparaissait désormais comme le résultat d'un enchaînement plus complexe, impliquant des dimensions à la fois factuelles et psychologiques. Alors que la journée touchait à sa fin, une certitude s'imposait progressivement. Rien ne pourrait revenir à l'état initial. Les relations avaient été altérées, les perceptions modifiées, et les trajectoires individuelles redéfinies par cet événement. Et au cœur de cette transformation, une vérité commençait à émerger, encore incomplète, encore fragile, mais suffisamment présente pour orienter la suite des événements.